vous allez pénétrer au cœur d'un univers mythique où la réalité dépasse souvent la fiction. Où il est parfois difficile de faire la différence entre vérité et légendes urbaines. Dans cet épisode baptisé « Aux frontières de l'incroyable », vous découvrirez 3 récits. À vous de démêler le vrai du faux. Nous irons en Belgique, à la rencontre de policiers ayant vécu une histoire incroyable. Puis à Chicago, où une jeune femme égarée a eu la peur de sa vie. Et pour finir, au Danemark, où nous attend un curieux repas ayant fait la une des journaux du monde entier. Observez bien ces 3 histoires et essayez de découvrir si elles sont authentiques ou non. Vous découvrirez si vous avez vu juste à la fin de l'épisode. Commençons par un récit que nous avons appelé « La maison assassine ». Nous sommes en Belgique, à Charleroi. Cette ville a été le théâtre de l'une des enquêtes pour meurtre les plus étranges au monde. Voici Marc Bollaert, le policier chargé de l'enquête. À l'époque, j'étais directeur adjoint de la brigade de police judiciaire couvrant la banlieue de Charleroi. Ce qu'il a vécu ce jour-là restera gravé dans les annales de toutes les polices. En novembre 2002, il se rend au domicile de Louis Detis. Un voisin aurait entendu une déflagration. Il est le premier à entrer sur les lieux. J'ai pénétré dans le pavillon et j'ai remarqué que Louis Detis était inanimé, assis sur le sol. Son bras était coincé dans la porte d'un buffet. Nous ne connaissions pas la cause de la mort, mais nous avons constaté une plaie importante au niveau du cou, probablement causée accidentellement par un outil qu'il manipulait. Ce n'est pas un accident, il s'agit d'une plaie par balle. La maison est une scène de crime, il faut la fouiller minutieusement à la recherche du moindre indice. Nous avons traversé la pièce. C'était une chambre. Le mobilier se composait d'un lit et de 2 meubles du côté gauche. J'ai commencé par fouiller l'armoire pendant qu'un de mes collègues inspectait un coffre. C'est là qu'il s'est produit une explosion. Par chance, le policier n'a rien. S'il avait ouvert le coffre par l'avant, il aurait sans doute été tué. Marc Bollaert estime que ce piège pourrait ne pas être le seul, et il demande l'intervention du déminage. Tous les pièges découverts sur les lieux du crime étaient destinés à tuer. Ils étaient très ingénieux et parfaitement réalisés. Les artificiers découvrent une carabine posée contre un mur. Il y avait un piège dissimulé derrière une arme d'épaule dans la cage d'escalier. Un câble minuscule relie le canon à une arme artisanale dissimulée dans le mur. L'orifice où le piège se trouvait avait été enduit de plâtre et repeint. Il était invisible. Un autre piège est détecté derrière le téléviseur. Si jamais quelqu'un avait essayé de remettre la télévision dans le bon axe, ça aurait déclenché le tir d'un projectile placé dans un tube en métal. Le tir serait provenu des haut-parleurs du téléviseur. Tous les pièges installés dans la maison étaient conçus pour viser la tête. Le pavillon est truffé de mécanismes de ce type. Nous avons dû casser des parois pour mettre au jour certains appareillages. Nous les neutralisions au fur et à mesure avec la plus grande attention. Et jamais aucune police au monde n'avait été confrontée à une telle concentration de pièges à feu. Les enquêteurs découvrent alors un cahier contenant des notes et des dessins. Nous avons désamorcé 17 pièges. Quand nous avons découvert les notes, nous les avons comparées avec les mécanismes neutralisés. Nous avons pu établir qu'il restait encore 3 pièges cachés quelque part dans la maison. Ils se tournent vers la famille de la victime, espérant obtenir de l'aide pour sécuriser totalement les lieux. C'est inhumain. Je ne comprends pas. Comment peut-on faire une chose pareille?
L'un des schémas est intitulé 13 à la douzaine. Nous étions allés voir 13 à la douzaine au cinéma quand nous étions plus jeunes. Dans l'une des scènes, des assiettes sont cassées. Je me suis dit que ce piège avait certainement quelque chose à voir avec le vaisselier, et plus précisément avec l'étagère des assiettes. La scène de crime étant désormais totalement sécurisée, Mark Bollaert peut chercher à établir les causes de la mort de Louis Doty. Nous avons établi que la victime avait trouvé la mort en installant ou en vérifiant un de ces pièges. L'affaire est beaucoup plus simple qu'il n'y paraissait. En quelque sorte, c'est la maison le coupable. En fait, nous avons découvert qu'une violente dispute avait éclaté entre M. Doty et ses enfants pour une histoire d'héritage. Il ne supportait pas que sa mère ait pu nous vendre la maison. Ça ne va pas plus loin. Devant quitter les lieux, il s'est assuré de réserver quelques surprises aux nouveaux arrivants. Louis était un personnage incroyablement égoïste. Il n'a jamais eu aucune considération pour sa famille. Il ne pensait qu'à lui et avait un ego totalement démesuré. Il paiera le prix fort en installant le 20e piège de la maison derrière la porte du buffet. Je pense qu'il nourrissait une haine infinie à l'encontre de ses enfants. Je ne vois pas d'autre explication pouvant conduire à agir de la sorte. Cette histoire vous a-t-elle convaincu ou est-elle digne du dictionnaire des farces et attrapes? Vous le saurez plus tard. En attendant, jetez un œil à ce qui suit. Mini-légende numéro 543, le tromblon à coulisses. Un tromboniste brésilien compte rendre encore plus spectaculaire l'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Il place un feu d'artifice dans son trombone, comptant le mettre à feu lors d'un concert en extérieur pour le plus grand plaisir du public. Hélas, le tromboniste calcule mal son coup. La fusée heurte de plein fouet le chef d'orchestre qui se retrouve propulsé en arrière. L'énergie développée par la poudre fait également chuter le musicien. Le plaisantin est assommé et présente des brûlures au niveau de la bouche. Votre avis? Est-ce la réalité ou bien cette histoire sonne-t-elle totalement faux? C'est faux. Cette légende existe depuis plus d'un demi-siècle. Il existe différentes variantes incriminant un flûtiste, un saxophoniste ou un clarinettiste. Légendes urbaines vous proposent 3 récits incroyables. À vous de deviner lesquels sont authentiques et lesquels sont le pur fruit de l'imagination. Nous nous sommes penchés sur l'affaire Louis Doty, l'homme tué par l'un des pièges destinés à sa famille. Vous vous êtes peut-être déjà forgé une opinion sur ce récit, mais vous devrez patienter pour que le voile soit levé. Passons à notre second sujet, une bonne pâte. Chicago. Ses gratte-ciel, son métro aérien, ses figures locales. C'est précisément à Chicago que notre héroïne va connaître une mésaventure terrible alors qu'elle cherchait son chemin. Voici Donna Ledoven. À cette époque, je n'habitais à Chicago que depuis 2 ans. Je savais qu'il y avait des quartiers difficiles et j'évitais de m'y aventurer. Et pourtant, une déviation va la conduire au cœur de l'un des pires quartiers de la ville. Le 21 juillet 2005, Donna, au volant de sa voiture, se précipite vers des ouvriers en klaxonnant pour leur demander de l'aide. Elle vient de frôler la mort. Je me suis arrêtée et j'ai commencé à hurler à la vitre. On m'a tiré dessus, au secours! J'étais persuadée d'avoir reçu une balle. Cette mésaventure commence 1 heure plus tôt. Donna fait les courses pour le week-end. Je suis sortie de l'épicerie, j'ai mis mes provisions sur ma banquette arrière.
Ce jour-là, la ville est frappée par une terrible canicule. Il fait près de 40 degrés à l'ombre. J'ai démarré. Il faisait une chaleur écrasante. L'air était irrespirable. La climatisation refusait de fonctionner. J'ai appuyé sur tous les boutons, rien à faire. Alors j'ai fini par baisser les vitres pour essayer de faire circuler un peu d'air. Mais il faisait toujours aussi chaud. Le soleil est au zénith. La voiture de Donna se transforme en four. Il y avait des travaux sur la route. J'ai suivi la déviation. Et je me suis retrouvée dans un quartier que je ne connaissais pas du tout. La déviation conduit Donna tout droit dans l'un des quartiers les plus malfamés. J'ai continué à rouler. J'ai vu un groupe de jeunes gens assis sur le porche d'un pavillon, en train de boire ce qui ressemblait à de l'alcool. Je n'étais pas du tout rassurée. La pauvre automobiliste n'est pas au bout de ses peines. Je me suis arrêtée à un stop et, bien sûr, la voiture a calé. Les jeunes ont vu que je ne redémarrais pas. Ils se sont approchés. Leurs intentions ne semblent pas des plus innocentes. J'ai vite remonté mes vitres. Je ne savais pas quoi faire. C'est là qu'ils ont commencé à secouer ma voiture. Impossible de redémarrer. Par chance, j'ai fini par réussir. J'ai accéléré et j'ai filé droit devant. Je voulais à tout prix quitter ce quartier. Donna pense être sauvée, mais la situation tourne au drame. Quelques mètres plus loin, j'ai entendu une déflagration. J'ai une sensation de chaleur au niveau de l'arrière de ma tête. C'était comme si je saignais. La jeune femme panique. Elle cherche désespérément de l'aide. J'ai repéré un groupe d'ouvriers travaillant sur le bas-côté de la route. Je leur ai dit que je pensais avoir été touchée par une balle. L'un d'eux a regardé ma tête et s'est mis à rire. Il m'a dit que ça ressemblait plus à de la pâte à cookies qu'à de la cervelle. Si Donna n'est pas blessée, que s'est-il passé? Je me suis demandé ce qui avait pu se produire. Et je me suis souvenu avoir acheté un rouleau de pâte à cookies à l'épicerie. Avec la chaleur, la pâte avait dû se mettre à gonfler et l'emballage a explosé. C'est ce qui explique le bruit et la sensation de chaleur derrière ma tête. J'avais un peu honte, mais j'étais contente de ne pas être blessée. Trouvez-vous cette histoire authentique ou un peu trop tirée par les cheveux? Vous le saurez tout à l'heure. Pour patienter, je vous propose la mini-légende numéro 57. Souvenir explosif. Un fermier en pleine campagne roumaine creuse dans un champ lorsqu'il découvre un cylindre métallique. Après l'avoir nettoyé, il l'utilise comme enclume pour affûter ses outils de jardin. Un voisin le remarque, pris de panique, ce dernier appelle les secours. À leur arrivée, les pompiers constatent que l'objet n'est autre qu'un obus de la Seconde Guerre mondiale. Le service de déminage intervient et neutralise la relique en la faisant exploser. Êtes-vous convaincu par cette histoire ou restez-vous dubitatif? C'est vrai. Selon le porte-parole des pompiers, l'obus aurait pu exploser à tout moment. Dans cette émission, nous soumettons à votre expertise 3 récits. Votre mission, discerner le vrai du faux.
Nous nous sommes rendus déjà en Belgique où un homme s'est tué accidentellement en installant des pièges destinés à sa famille. Puis à Chicago où une jeune automobiliste égarée a cru être blessée par balle alors qu'elle était victime d'une simple explosion de pâte à cookies. Peut-être vous êtes-vous déjà fait une idée, mais il faudra attendre la fin de l'épisode pour lever le doute. Place à notre dernière histoire, le plat du jour. Destination le Danemark, un pays réputé pour ses chewing-gums. Au menu aujourd'hui, un mets des plus étranges. Voici Laura Mortensen. Je suis étudiante en journalisme à Aarhus, la seconde ville la plus peuplée du Danemark. Amis téléspectateurs, soyez avertis, le plat que Laura a l'intention de servir pourrait vous donner des nausées. Nous sommes en juin 2008. La jeune étudiante invite des amis à dîner. Tous savent ce qu'ils s'apprêtent à déguster. Les préparatifs ont été très difficiles à surmonter. C'était tellement étrange. Qui aurait pu imaginer qu'il mangerait un jour de cet animal? Mais une fois préparé, ça paraissait tout à fait mangeable. C'était même appétissant. Ça ressemblait un peu à du poulet. C'était pas si impressionnant. Laura se lance en premier. Au moment d'avaler la première bouchée, j'ai eu quelques sueurs. Mais finalement, ça passait plutôt bien. Ce plat va faire parler les médias du monde entier. On s'est retrouvés en première page des journaux locaux. Et 2 jours plus tard, l'information a été relayée par la presse nationale. Tout commence une semaine plus tôt. Laura et quelques autres étudiants en journalisme recherchent une idée d'article. Nous parlions de la façon dont nous traitons les animaux au Danemark. Il y a une grande différence entre les animaux d'élevage et de compagnie. Certains sont très maltraités et d'autres sont considérés quasiment comme des enfants. On trouvait ça étrange. Ils méritent d'être tous considérés avec humanité. Nous avons donc décidé de mettre en avant ce fossé en écrivant un article dans le journal de notre école. Afin de sensibiliser les lecteurs à leur cause, ils vont s'attaquer à un tabou des plus indigestes. Nous avons contacté un éleveur, nous lui avons parlé de notre projet. Il a trouvé l'idée intéressante et a accepté de nous aider. Le lendemain, la marchandise est livrée à domicile. Nous avons ensuite demandé à un chef cuisinier s'il voulait bien nous aider à cuisiner notre plat. Lui aussi a été intéressé par notre projet et il s'est joint à nous. Le chef se lance dans la préparation du plat. Il s'est basé sur une recette de lapin, en pensant que c'était la viande la plus proche. Un photographe immortalisait la scène. Ensuite, nous nous sommes assis autour de la table. Le mystérieux plat peut enfin être servi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de quelque chose d'étrange à manger, on dit que ça ressemble à du poulet. Mais c'est vrai. Les convives sont étonnés par la finesse de cette chair. Mais de quoi s'agit-il au juste? C'était quand même étrange de se dire qu'on mangeait du chat. Mais pourquoi serait-ce pire que d'avaler du lapin? Notre seul objectif était de démontrer que l'on traite de façon totalement différente les animaux en fonction de leur espèce. Quel est votre avis? S'agit-il d'une histoire vraie ou d'un vulgaire canular? Vous le découvrirez dans un instant.
La vérité sera dévoilée juste après ceci. Mini-légende numéro 1543, piège à la caisse. Bob Mello fait la queue à la caisse d'un magasin quand il remarque qu'une vieille dame le dévisage. Elle prétend qu'il ressemble à son petit-fils qui vient juste de mourir. Les larmes aux yeux, elle le supplie de lui dire au revoir grand-mère quand elle partira. Plein de compassion, Bob accepte. Au moment où la vieille dame s'éloigne de la caisse, Bob la salue comme convenu. Elle lui répond par un signe de la main tout en franchissant la porte. Bob arrive à la caisse, on lui demande de payer 300 $. Face à l'hésitation de Bob, le caissier explique qu'il doit payer pour sa grand-mère. Que penser de cette mésaventure? Réalité ou pure fiction? C'est faux. L'histoire peut également se dérouler dans un resto-route ou une épicerie, mais elle finit toujours de la même façon. Il est temps de mettre fin aux doutes qui vous habitent. Commençons par l'affaire Louis Detty, l'homme mortellement touché par l'un des pièges qu'il avait installés à l'intention de sa famille. S'agit-il d'un mythe ou de la réalité? Je m'appelle Marc Bollard, de la police judiciaire de Charleroi. C'est une histoire vraie. Les pièges de cet homme étaient d'une telle efficacité qu'ils servent désormais de sujet de travaux pratiques aux équipes de déminage du monde entier. Que pensez-vous de la mésaventure de Donna Ledoven? Souvenez-vous, après avoir suivi une déviation, elle se retrouve dans un quartier malfamé. Elle croit qu'un groupe de jeunes lui a tiré dans la tête avant de réaliser qu'elle n'a été aspergée que par de la pâte à cookies. Vrai ou faux? C'est faux. Je n'achète jamais de pâte toute faite. Je préfère la faire moi-même. Ça n'a pourtant pas empêché un quotidien américain de présenter cette histoire de pâte à cookies explosive comme authentique en mai 1996. Il nous reste notre dernier récit, celui de l'étudiante en journalisme ayant cuisiné et mangé du chat pour dénoncer les mauvais traitements infligés aux animaux d'élevage. Votre avis sur la question? Je m'appelle Laura Mortensen et cette histoire est vraie. Les exploits culinaires de Laura vous ont sans doute coupé l'appétit. Et pourtant, le chat est un mets courant dans certains pays, comme au Pérou, où il existe même une fête annuelle consacrée à ce plat. C'est la fin de notre épisode aux frontières de l'incroyable. Avez-vous su discerner le vrai du faux? Si oui, bravo, sinon, ne vous en faites pas. Vous pourrez vous rattraper en regardant le prochain épisode de Légendes urbaines.